Super, j'ai compris, j'accepte que tu enregistres. Voilà, parfait. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Geoffroy Canlang, je suis gynécologue à la Pied-Salpêtrière, en chirurgie, enfin, voilà, donc je fais la chirurgie gynécologique. Donc, je vais vous parler moi, des tumeurs frontières de l'ovaire et donc de leur prise en charge. Quelle est la prise en charge chirurgicale de ces patientes pour les stades donc, localisés ou bien avancés. Voilà, je m'excuse de ma voix qui est un petit peu cassée, mais j'ai le Covid là aujourd'hui positif. Bien symptomatique. Donc voilà, je suis un petit peu cassé. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous m'entendez pas bien. Alors, le cours que je vais vous faire, finalement, il est basé sur les recommandations qu'on avait présentées au CNGOF en 2020, donc c'était il y a 2 ans, sur lesquelles on avait travaillé. Et donc, moi, je vais vous parler donc d'abord des stades précoces et puis après des stades avancés. Donc là, ce sont les diapos officiels que j'ai préparés que je vous présente. Et si jamais vous avez envie d'avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas d'aller aller sur le site du CNGOF où il y a vraiment l'argumentaire avec des chiffres un petit peu plus précis qui sont exposés. Là, ce que je vais faire, c'est quelque chose d'assez simple pour que vous ayez les idées bien claires sur qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie, est-ce qu'on fait une cellio, est-ce qu'on fait une laparo, est-ce qu'on fait une kystéctomie, est-ce qu'on fait une ovarectomie, est-ce qu'on doit faire des biopsies péritonales, est-ce qu'on doit faire une hystérectomie, est-ce qu'on doit faire une appendicectomie, voilà, pour que les choses soient vraiment bien claires et vous verrez, avec les armes additionnelles qu'on a mis en place, finalement, elles le sont. Donc, pour les stades précoces des tumeurs dites frontières, dites borderline, les questions qu'on s'est posées, c'est quelle voie d'abord, quel geste ovarien, c'est ce que je vous dis, quand doit-on stadifier et comment doit-on stadifier? Est-ce qu'il faut faire une cytologie? Est-ce qu'il faut faire des biopsies au niveau de l'épiplomb, du péritoine? Qu'est-ce qu'on fait pour l'utérus, l'appendice, les ganglions? Voilà. Et puis, quid des centres experts? C'était vraiment les questions qu'on se posait. Alors, je vais aborder chacun de ces points pour y répondre un par un, en vous présentant d'abord l'argumentaire et puis après la recommandation. D'accord? Et tout à la fin, je vous présentais l'arbre décisionnel, justement recommandé vis-à-vis de ça, la synthèse. Alors, la voie d'abord, alors c'est que du niveau de preuve 4, donc c'est-à-dire que c'est assez faible, c'est qu'on n'a pas d'essai randomisé qui a essayé de comparer la Célio versus la Laparo en prospectif pour la prise en charge du tumeur borderline, mais on a des données quand même pas mal rétrospectives. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune étude, quand vous avez une patiente qui a une tumeur borderline de l'ovaire, aucune étude n'a montré d'impact négatif de la Célio par rapport à la Laparo, d'accord, en ce qui concerne la survie et la faisabilité. Ce qui est sûr, c'est que la Célio, ça semble préférable d'une façon générale, mais que c'est conditionné par le volume tumoral. Si jamais vous avez un énorme kyste de l'ovaire, effectivement, ça risque d'être compliqué de le faire par cellio. Alors, il y a quand même des données, ce que je vous ai marqué là, qui sont en faveur d'une augmentation un petit peu du risque de récidive en cas de rupture tumorale péropératoire. D'accord? Si jamais vous avez une maladie qui est vraiment localisée à l'ovaire et que vous avez une effraction, une rupture de la masse en péropératoire, voilà, ça en met partout, ça dissémine et évidemment, ça augmente le risque de récidive. Voilà. Donc, les recommandations du grade C qui est collé sur le niveau de preuve 4, c'est que voilà, on recommande la cellio, d'accord? Donc, si jamais vous avez une patiente qui est tumeur dans line, dites-vous qu'en première intention, c'est cystoscopie par rapport à la paro, mais seulement si jamais vous pensez que vous allez réussir à faire la chirurgie sans faire une rupture tumorale et que vous pouvez faire une extraction protégée des pièces dans un sac. Voilà. Et donc, il est recommandé de prendre toutes les précautions pour éviter la rupture tumorale et éventuellement, la décision de la paroconversion, c'est une précaution. Voilà. Donc, ça veut dire que tumeur borderline, oui à la cellio, mais à condition de ne pas faire de rupture. Voilà. Et quand vous faites et quand vous enlevez la pièce, bien sûr, il faudra une extraction protégée dans un sac pour évidemment aussi ne pas en mettre partout. D'accord, voilà. Donc dites-vous, tumeur borderline, cellio, sauf si jamais je risque de rompre la pièce et évidemment d'aggraver le pronostic. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire une kystéctomie, unilatérale, ou est-ce que je dois faire une annexectomie pour ces patients qui ont une tumeur borderline? Alors, ce qu'on sait, c'est du niveau de preuve 2, c'est que le risque de récidive, oui, il est plus élevé quand vous avez fait une kystéctomie que quand vous avez fait une annexectomie. D'accord? Donc ça, c'est sûr. Donc laisser l'ovaire augmente le risque de récidive. Voilà. Mais il faut savoir que les tumeurs frontières séreuses, bon, elles sont plus souvent bilatérales, mais quand elles récidivent, finalement, elles récidivent sur un mode non invasif. Donc finalement, que la patiente, d'arriver à préserver la fertilité de la patiente et que la contrepartie, c'est qu'elle récidive, mais peut-être et de façon non invasive, finalement, ce n'est pas si grave que ça parce qu'on pourra éventuellement, si jamais elle récidive, aller la réopérer pour enlever le nouveau kyste. D'accord? Et comme ce ne sera pas de l'invasive, finalement, on n'aura pas grévé la survie générale globale de la patiente. Donc, et ça, je parle pour les tumeurs séreuses. Donc, en cas de tumeur frontière de l'ovaire, borderline, uni ou bilatérale, chez une patiente chez qui vous le suspectez à l'imagerie préopératoire, d'accord?
Si jamais la patiente, elle est ménopausée, et en plus, et en plus, elle n'a pas de désir de préservation de la fertilité ou la fonction endocrine, dans ce cas-là, comme je vous ai dit, bah, il n'y a pas de bénéfice à garder l'ovaire, donc autant faire la nexectomie. D'accord? Mais en cas de tumeur séreuse bilatérale avec un désir de préservation de la fertilité et ou de la fonction endocrine, chez le patient qui n'est pas ménopausé, dans ce cas-là, il est recommandé de réaliser une kystéctomie bilatérale dans la mesure du possible, dans le sens où on pense que la balance bénéfice-risque à préserver l'ovaire versus l'enlever est en faveur de le préserver. D'accord? Donc dites-vous bien, tumeur frontière séreuse, et ça c'est séreuse, c'est pas mucineuse, c'est séreuse, oui à la kystéctomie, mais seulement si mais si jamais la patiente est ménopausée, bien sûr, vous ferez une annexectomie. Et c'est du grade C. Là, je parlais des tumeurs séreuses. Si jamais vous avez une tumeur mucineuse, mucineuse, même avec un désir de préservation de la fertilité ou de la fonction endocrine, il est recommandé de réaliser une annexectomie unilatérale. D'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est séreuse, kystéctomie, mucineuse, annexectomie. Attention, on a dit annexectomie unilatérale pour les mucineuses. Les tumeurs mucineuses borderline bilatérales n'existent pas. D'accord? Les tumeurs mucineuses borderline n'existent pas. Si jamais vous avez à l'imagerie des lésions kystiques d'allure mucineuse bilatérale, bah c'est que ce n'est pas un mucineux borderline bilatéral parce que ça n'existe pas et rechercher si jamais ça peut pas être quelque chose de métastatique, par exemple. D'accord? Les tumeurs mucineuses borderline sont toujours unilatérales. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, l'indication, si jamais vous le savez en préopératoire, c'est l'annexectomie parce que ça risque de récidiver et éventuellement sur un mode invasif. Et puis aussi quelque chose qui est la faisabilité. Les tumeurs mucineuses borderline, souvent, sont des énormes kystes où il n'y a plus de parenchyme ovarien. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas mécaniquement ou difficilement faire la kystéctomie. D'accord? Mais donc, retenez, patiente ménopausée, peu importe le type histologique, ah oui, annexectomie. Patiente, jeune, désir de fertilité, séreux, kystéctomie, mucineux, annexectomie. Et si jamais vous avez opéré une patiente à qui vous avez fait une kystéctomie et qu'on vous dit, bah, finalement, c'est une mucineuse borderline, vous allez devoir la reprendre pour faire l'annexectomie, d'accord, unilatérale. Mais si jamais on vous dit rétrospectivement, bah, tiens, ton kyste que tu as opéré, tu as fait une kystéctomie, tu pensais que c'est bénin, et puis finalement, c'est une tumeur frontière séreuse, vous n'êtes pas obligé de la reprendre pour aller faire l'annexectomie. D'accord? Donc retenez bien, séreux, kystéctomie, mucineux, annexectomie. Et mucineux, si jamais vous avez fait que la kystéctomie, que vous avez l'impact définitif qui vous dit que c'est borderline, bah, il faut retourner l'opérer pour faire l'annexectomie. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est simple. Quid de la cytologie péritonéale? Ce qu'on sait, c'est du bout de Protcal, c'est que quand vous avez une tumeur frontière supposée de stade précoce, d'accord, à l'imagerie, on sait que le taux de cytologie péritonéale positive, il est entre 1 et 13%. Évidemment, ça change le SAT-FIGO. C'est 1 à 13%. Une cytologie péritonéale première est donc recommandée lorsque vous pensez aller opérer une tumeur borderline. Si jamais vous avez une imagerie qui vous dit c'est une tumeur borderline ce que tu vas faire, eh bien en allant l'opérer, vous savez que vous allez, si jamais c'est un séreux, faire une kystéctomie. Si jamais c'est un mucineux, faire une annexectomie unilatérale. Et en plus, vous ferez une cytologie péritonéale parce que vous savez que ça peut augmenter, faire changer votre classification jusqu'à 13% des cas. Donc la cytologie péritonéale est recommandée dans la chirurgie des tumeurs frontières de l'ovaire. Quid de l'omentectomie ou de la biopsie épiploïque? Eh bien, les lésions occultes de l'épiplomb, c'est un peu comme la cytologie, ça peut aller jusqu'à 10% des cas. Et un niveau de preuve 2, excusez-moi, l'omentectomie, ça présente un impact significatif sur la survie sans progression. D'accord? Mais on ne sait pas quel type d'omentectomie il faut faire, parce que tout est mélangé dans la littérature. Est-ce qu'on parle d'une grosse biopsie? Est-ce qu'on parle d'une omentectomie infracolique? Est-ce qu'on parle d'une omentectomie infragastrique? Personne ne sait. D'accord? En revanche, quand on va en enlever un petit morceau, quelles que soient les modalités, on sait que dans jusqu'à 10% des cas, ça peut être positif. Donc, on a recommandé de faire une omentectomie. Mais attention, quand je dis omentectomie, on ne sait pas si on parle d'omentectomie infragastrique, colique ou biopsie péritonéale, on ne sait pas. En tout cas, il est recommandé d'aller faire un geste de prélèvement sur cet épiplomb lorsque vous suspectez une tumeur frontière de l'ovaire, d'accord, en préopératoire sur l'imagerie, si jamais vous allez restadifier. Parce que vous savez que jusqu'à presque 10% des cas, vous allez pouvoir trouver de la maladie à ce niveau-là. OK? Donc, si je répète, est-ce qu'on peut faire une cellio de la paro? On peut faire une cellio, sous réserve de pouvoir enlever la masse sans la rompre dans le ventre.
parce que ça aggrave le pronostic. Est-ce qu'on peut faire une kystectomie? Oui, si jamais c'est une tumeur frontière séreuse. Non, si jamais c'est une tumeur frontière mucineuse. Est-ce qu'on doit faire une cytologie? Oui, puisqu'on a jusqu'à 10% voire plus de positifs. Est-ce qu'on doit faire une biopsie épiploïque? Oui, parce qu'on a des lésions infracliniques jusqu'à 10% des cas. Est-ce qu'on doit aller faire des biopsies du péritoine? Eh bien, oui, c'est encore les mêmes chiffres. Le taux de lésion occulte péritonéale, eh bien, en fait, il varie de 0 à 15%, d'accord? Et avec jusqu'à quasiment 4% d'implants invasifs. Et sachant que on a encore plus de risques d'avoir des implants invasifs si jamais le sous-type de votre tumeur borderline séreuse, c'est micropapillaire. Donc, ce qu'il va falloir retenir pour vous, c'est tumeur frontière de l'ovaire. Les mots-clés, c'est séreux. Et si jamais séreux, warning, warning, est-ce que c'est micropapillaire ou pas? Parce que vous savez que quand vous avez une séreuse micropapillaire, vous avez plus de risques quand il y a des implants qui sont invasifs. D'accord? Combien de biopsies faut-il faire et où? Personne ne peut répondre. Est-ce que j'en fais 2 dans les fossilacs? Est-ce que j'en fais 6 un peu partout? Est-ce que j'en fais 8, 10? Personne ne sait, donc on n'a pas de recommandation sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous savez que vous allez opérer une tumeur frontière de l'ovaire qui est supposée sur l'imagerie, eh bien, il faut aller bien inspecter avec sa caméra ou avec ses doigts, si vous êtes une laparo, tout le péritoine. Si jamais vous voyez des zones suspectes, bien sûr, vous les biopsiez. Mais sinon, il faut faire des biopsies de façon systématique, étagée du point de vue au niveau péritonal, parce que jusqu'à 15% des cas, vous pouvez trouver des implants métastatiques. Et bien sûr, si jamais vous allez faire une chirurgie de restratification, vous ferez aussi ces biopsies péritonales. On verra plus tard les indications de la chirurgie de restratification. L'utérus, faut-il faire, quand on suspecte une tumeur borderline, une hystérectomie systématique ou pas? Alors, ce qu'on sait, c'est que quand on a une tumeur frontière séreuse ou mucineuse, on sait que le taux d'envahissement de l'utérus, il est à moins de 2%. D'accord? Et que si jamais vous avez cette tumeur frontière séreuse ou mucineuse, bien sûr, sans lésion visualisée, d'accord? On est dans le stade supposé de mon pronostic, d'accord? Eh bien, le fait de faire une hystérectomie systématique, ça n'améliore pas la survie sans récidive, et encore moins globale. Ça, c'est pour les séreux et les mucineux. Attention, warning, le sous-type, et je n'en avais pas encore parlé jusqu'à présent, des tumeurs frontières endométrioïdes, là, on retrouve une atteinte endométriale jusqu'à 1 cas sur 2, d'accord? 52% des cas. Et dont la moitié avec des lésions invasives. C'est énorme. Donc vous vous doutez bien que les recommandations, ça va être séreux, mucineux, pas d'hystérectomie sur rien. En revanche, endométrioïde, là, il va falloir faire quelque chose. Je vous le marque ici, grade C. Concernant les tumeurs séreuses ou mucineuses, il n'est pas recommandé de réaliser une hystérectomie à titre systématique. Okay. Concernant les tumeurs endométrioïdes, et en l'absence de désir de conserver la fertilité, bien sûr, il est recommandé de réaliser une hystérectomie en chirurgie initiale. Ou si jamais vous faites une restratification. Attention, je parle des endométrioïdes uniquement. Mais si jamais vous avez une jeune patiente qui a une tumeur frontière de l'ovaire endométrioïde, qui a un désir de préservation de la fertilité, eh bien oui, on peut conserver son utérus, mais en s'assurant au préalable qu'il n'y ait pas de lésion annexe associée, qu'on touche dans un cas sur 2. Et donc pour ça, il faut avoir fait une bonne imagerie, une IRM, et une pipelle de cornier pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de lésion endométriale. D'accord? Warning, warning, warning. L'appendice. Faut-il enlever l'appendice quand on opère une patiente qui a une tumeur supposée borderline? Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'envahissement appendiculaire, il est très faible. C'est un peu comme le taux d'envahissement de l'utérus. Moins de 3% des cas quand l'appendice est macroscopiquement sain. Ça veut dire jamais. D'accord? Donc, quel que soit le type histologique, séreux, mucineux, endométrioïde, eh bien, ce qu'il est recommandé, c'est quand même d'aller regarder l'appendice. On va le voir. Et si jamais, macroscopiquement, il ne vous paraît pas malade, vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas. Donc, il n'y a pas d'appendicectomie systématique pour les patientes qui sont prises en charge pour une tumeur frontière de l'ovaire. Sauf si jamais l'appendice, évidemment, vous semble malade. Et donc, il est recommandé de ne réaliser d'appendicectomie qu'en cas d'aspect macroscopiquement pathologique de l'appendice. Mais encore, même dans ces cas-là, quand ils sont un peu dilatés, en fait, c'est normal. Faut-il aller faire des curages ganglionnaires? Eh bien, là, je vous marque que la réalisation d'un curage pelvien-onomortique n'est pas associée à une amélioration de la survie pour ces tumeurs supposées de mon pronostic de sa précoce. Donc, on ne va pas vous dire d'en faire.
Donc, quel que soit le type histologique, le curage, qu'il soit pelvien ou lombortique, il n'est pas recommandé dans le cas de la chirurgie initiale ou même en restadification. D'accord? Donc, ce qu'on a dit juste à présent, c'est oui à la cellio, sauf si jamais on risque d'en mettre partout. D'accord? Pour les séreux, oui à la kystectomie. Pour les mucineux, l'annexectomie. L'utérus, on le laisse, sauf pour les endométrioïdes. Il faut faire des biopsies biploïques, il faut faire des cytologies, il faut faire des biopsies péritonéales, parce qu'on a jusqu'à 10% de lésions occultes, grosso modo. Et l'appendice, on va le voir, mais on ne le touche pas, sauf si jamais il est anormal. Doit-on faire une chirurgie de restadification? C'est le contexte de, vous avez une patiente, vous l'avez opérée d'un kyste, vous pensiez que c'était tout à fait bénin, et à la patte, on vous dit, ah, c'est une tumeur borderline. Faut-il aller la reprendre? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en cas de chirurgie de restadification, eh bien, quand vous allez refaire vos biopsies, etc., eh bien, l'augmentation du stade Figo, c'est environ 15% pour les tumeurs séreuses et 5% pour les tumeurs mycineuses. En fait, ces taux de 15%, 10-15%, c'est les taux de lésions occultes retrouvés à la cytologie ou à la biopsie. Voilà, donc c'est normal. La chirurgie de restadification influe sur la survie sans récidive, mais pas sur la survie globale. Donc, on peut un peu se calmer. D'accord? Et donc, ce qui serait plutôt en faveur d'une chirurgie de restadification, ça serait si jamais vous avez opéré sans vous douter que c'était ça et si jamais vous avez mal inspecté la cavité initialement. D'accord? Et attention, le caractère séreux est, je vous avais dit le mot-clé, micropapillaire. D'accord? Eh bien, comme le micropapillaire est plus associé aux implants invasifs, eh bien là, il faut faire attention si jamais vous n'êtes pas allé bien regarder la première fois. D'accord? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le faire par cellule. Les recommandations, donc vous aurez du grade C, du grade B en tout petit. Le grade C, la chirurgie de restadification recommandée, donc si jamais vous avez opéré votre patiente et puis on n'en a pas définitive, on dit que c'est borderline. Si vous aviez un impact, on vous dit c'est une tumeur frontière séreuse avec un aspect micropapillaire et vous savez vous que vous ne vous y attendiez pas et que vous n'avez pas bien inspecté la cavité. Dans ce cas-là, il faut aller retourner. Et si jamais, comme je disais tout à l'heure, vous avez fait, on vous dit c'est une tumeur borderline mucineuse, et si jamais vous avez fait une kystectomie, il faut y retourner pour faire l'annexectomie. Ou alors, si jamais vous n'aviez pas bien regardé l'appendice. Je parle des mucineux. Il est recommandé de privilégier la voie celluloscopique. Et si jamais vous allez faire cette chirurgie de restadification, c'est-à-dire c'est de sirop micropapillaire et vous n'avez pas bien regardé initialement, ou bien c'est du mucineux et vous avez fait soit une kystectomie, soit vous n'étiez pas allé bien voir l'appendice, dans ce cas-là, quand vous allez la reprendre, vous n'allez pas oublier de faire la cytologie, l'exploration de toute la cavité avec des biopsies péritonéales et sur les pipelons, bien regarder l'appendice et vous le retirez seulement si jamais il est pathologique. Et puis, vous ferez une annexectomie si jamais c'était unilatéral, si jamais vous avez fait une kystectomie pour un mucineux. Okay. Et pour l'omontectomie, il faut la faire, mais on ne sait pas comment. Large biopsie, petite biopsie, omontectomie intracolique et gastrique, je ne peux pas possible. Faut-il être pris en charge dans des centres experts? Alors, il n'y a pas d'argument dans la littérature qui dit qu'on a une meilleure survie quand on est pris en charge dans un centre expert que dans un centre pas expert, puis il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un centre expert pour les tumeurs frontières. En revanche, être pris en charge dans un centre expert, on peut se dire que peut-être que ce sont des radiologues, des anapathes, il y a le service de PMA, plus adapté à la prévention de la fertilité, qui sont plus à même de prendre en charge globalement la patiente. Et donc, c'est pour ça qu'à la limite, on le recommanderait plutôt, mais pas pour la chirurgie, mais pour l'environnement global. Alors, arbre décisionnel de tout ce que je vous ai dit. Vous allez voir, c'est simple. C'est vraiment point par point. On a séparé, je suis dans le cas d'une patiente que je vais opérer d'une tumeur séreuse ou mucineuse, d'après ce que me dit l'imagerie. Donc, je ne l'ai pas encore opérée, mais l'IRM, elle me dit, c'est peut-être séreux, mucineux ou séreux. L'autre arbre décisionnel, ce sera, j'ai opéré une patiente, je ne sais pas ce que ce serait, et sur l'impact définitif, on dit, ah bah tiens, c'est du borderline, et je ne m'y attendais pas. Et puis l'autre arbre décisionnel, c'est dans le cas d'une tumeur endométrioïde. Alors, la première, juste dans le cas où je vais opérer la patiente. Arbre décisionnel. Tumeur frontière, séreuse ou mucineuse, stade précoce, suspectée à l'imagerie. Pas de désir de préservation de la fertilité, ou de la fonction endocrine ou patiente ménopausée. Eh bien, on va faire l'annexectomie bilatérale et on va faire la stadification en faisant tout ce qu'on a dit. La cytologie, les biopsies péritonales, épiploïques, l'omontectomie et l'exploration de l'appendice. On ne le retire que si jamais il nous paraît macroscopiquement pathologique. D'accord ? On a une patiente qui a un désir de préservation de la fertilité, donc on ne va pas partir d'emblée sur l'annexectomie bilatérale.
on va voir en fonction, est-ce que c'est séreux ou c'est mucineux? Si jamais c'est séreux unilatéral, on fera une kystectomie unilatérale. Si c'est séreux bilatéral, on fera une kystectomie bilatérale. Bon, si c'est techniquement réalisable, bien sûr, s'il reste du cortex. Et on fera la salification. En revanche, c'est mucineux, vous ferez d'emblée l'annexectomie unilatérale là où il y a une lésion. D'accord? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ça, cet arbre décisionnel, vous pouvez le retrouver dans les publications qu'on a faites dans nos recommandations pour le collège. Voilà, donc ça, c'est je suis dans le cas de figure, je vais opérer la patiente. Maintenant, le cas de figure, j'ai déjà opéré la patiente. J'ai déjà opéré de séquise de l'ovaire, et on me dit, excusez-moi, hein, et on me dit, ah, eh bien écoute, c'était du borderline. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça dépend. Est-ce que c'est séreux ou est-ce que c'était mucineux? Si jamais c'était séreux, micropapillaire et qu'on avait fait une mauvaise exploration de la cavité, dans ce cas-là, on va la faire une rostatification. Si jamais c'était mucineux et on n'a fait qu'une kystectomie ou l'appendice n'avait pas été recherché et visualisé, on va aussi rostatifier. Vous voyez, donc ça, c'est les indications de rostatification. Il n'y en a pas beaucoup finalement, hein. Et donc, la salification, c'est cytologie, exploration, biopsie périnéale, biopsie épiploïque, inspection d'appendice. Et si jamais c'était une mucineuse et qu'on n'a fait que la kystectomie, on n'oublie pas d'aller faire l'annexectomie unilatérale. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les indications de rostatification. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et si jamais vous pensez que ça va être une endométrioïde ou vous avez l'anapathe qui vous dit que c'est endométrioïde, que vous n'avez pas de désir de préserver la fertilité et que c'est une patiente ménopausée, dans ce cas-là, hystérectomie, c'est une annexectomie bilatérale et certification. Finalement, c'est simple. En revanche, une patiente qui a un désir de préserver la fertilité, warning, 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 vous savez que vous avez jusqu'à 1 cas sur 2 d'infiltration de l'utérus, dont la moitié c'est malin. Donc, pour conserver l'utérus, il faut faire une bonne imagerie et aller faire une pipelle de Gordier. En revanche, je ne peux pas vous dire si jamais vous faites une kystectomie ou une varectomie, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Donc là, c'est au cas par cas, et c'est à discuter en RCP. Oui, Laure, tu veux me dire quelque chose? Non, c'est bon. Voilà, donc ça, c'était les recommandations des tumeurs de l'ovaire supposées de sa précoce, ça veut dire localisées au niveau de l'ovaire. Qu'en est-il maintenant? Je regarde quelle heure il est. Hop, quelle heure il est? 24, donc c'est bon. On est bon. On a encore un gros quart d'heure. Quid maintenant en cas de tumeur frontière de l'ovaire avérée à un stade précoce? Donc ça, c'est la partie qui avait été traitée par ma collègue Émilie Raymond, qui est à Reims, et Nicolas Bourdel, qui est à Clermont-Ferrand. Alors, stade avancé, ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du pelvis, de l'utérus ou de la cirrhose des organes pelviens, ou bien stade 3, une atteinte ganglionnaire ou des nodules de carcinose, ou bien stade 4, des atteintes à distance. D'accord? Donc ça, c'est le stade avancé. Heureusement, ce n'est pas le plus fréquent, c'est que 20% des tumeurs frontières de l'ovaire. Donc heureusement, dans l'immense majorité des cas, on est dans la situation que je vous ai présentée avant, et heureusement, parce que souvent, ce sont des patientes qui sont jeunes. Mais bon, les stades avancés, ça représente quand même 20% des tumeurs de l'ovaire. Donc, l'objectif de notre prise en charge de chirurgie, ça va être de diminuer, pas de l'opérer, de diminuer le risque de récidive, de préserver la fertilité en fonction de son âge. Ça va être ça les objectifs. Donc, alors d'abord, qui prend en charge les tumeurs frontières de l'ovaire? Tout à l'heure, moi, je vous avais dit que pour les tumeurs frontières de l'ovaire, je vous avais dit que pour les stades supposés précoces, qu'il n'y a pas d'argument pour le faire dans un centre expert, si ce n'est pour avoir finalement un environnement global, multidisciplinaire, finalement, adapté à la prise en charge des patientes. Qu'en est-il pour les stades avancés? Eh bien, il n'y a pas de données publiées ou de recommandations qui concernent la centralisation de la prise en charge chirurgicale des tumeurs frontières de l'ovaire. D'accord? En revanche, la prise en charge chirurgicale qu'on doit faire, elle doit être comparable à celle des cancers de l'ovaire. Ça veut dire qu'il faut être en R0, il faut tout réséquer, tout ce qu'on voit. D'accord? Donc, par analogie, pour la prise en charge chirurgicale des tumeurs, voilà, eh bien, en fait, il faut que ce soit réalisé par un chirurgien, gynécologue, seulement, oncologue, qui sache faire ce geste de résection R0. D'accord? Donc ça, c'est du NP4. Donc la recommandation, c'est en cas de suspicion préopératoire à l'imagerie et ou après un diagnostic post-opératoire, voilà, de TFO de stade avancé, on recommande, et c'est du grade B, d'orienter vers un centre de référence en analogie par rapport à la prise en charge des tumeurs, des cancers de l'ovaire. D'accord? Quid du pronostic? Le risque de récidive des TFO de stade avancé augmente avec le stade initial de la maladie. Bon, bah, ça, c'est évident. Hein. Voilà, plus c'est avancé initialement, bah, plus c'est grave. Il faut savoir que le résidu tumoral, ce que vous laissez après chirurgie, bah, c'est un facteur de risque de récidive. Bon, bah, finalement, là, pour l'instant, on est comme dans le cancer de l'ovaire. Hein. Et que les implants invasifs sont un facteur de risque de récidive et de décès.
Attention, le caractère micropapillaire, on en avait parlé, hein, les séreux, quand on vous entendez séreux, warning, 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 est-ce que c'est micropapillaire? Parce que c'est une indication de rectification. Hein, voilà. Le caractère micropapillaire, on sait qu'il est corrélé à la présence des implants péritonéaux et donc à un stade avancé. D'accord? Ce n'est pas le caractère micropapillaire qui est une mauvaise valeur pronostic, c'est le fait que le micropapillaire soit associé à l'implant invasif, ou là, dans ce cas-là, c'est un mauvais pronostic. Quid de la voie d'abord? Est-ce qu'on peut faire, moi je vous avais dit tout à l'heure hein, que pour les stades peu avancés, je vous avais dit oui à la cellule, sauf si jamais on risque d'en mettre partout. Pour les stades avancés, quid? Eh bien, en fait, on n'a pas de données dans la littérature qui permettent de dire il faut faire une cellule ou il faut faire une laparo. On ne sait pas. D'accord? Donc, on ne peut pas faire de recommandation, on ne peut pas formuler de recommandation sur la voie d'abord à faire, à proposer à la patiente. Bon, bah, ce sera au cas par cas, finalement, à discuter. Quid de la chirurgie ganglionnaire? Je vous avais dit tout à l'heure que pour les tumeurs peu avancées, enfin, de stade localisé, il n'y avait pas besoin de faire de gestes ganglionnaires. D'accord? Quid maintenant des stades avancés, avec, avec des lésions péritonéales? On sait que l'atteinte ganglionnaire est un facteur pronostic, bien sûr, et qu'il faut être en résidu tumoral nul quand on opère la patiente. Donc, on sait que le principe de la prise en charge va se baser sur l'exérèse de toute lésion que vous voyez, et aussi des ganglions, si jamais vous envoyez à l'imagerie ou vous en palpez qui sont malades. D'accord? Mais ce n'est pas systématique. Dans les tumeurs frontières de stade avancé, comme dans les tumeurs frontières d'ailleurs de stade localisé, il n'est pas recommandé de réaliser de la lymphadenectomie à titre systématique. Donc, pas de curage pour les tumeurs frontières de l'ovaire. Sauf si jamais vous envoyez à l'imagerie qui sont suspectes ou si jamais vous en palpez en opératoire. D'accord? L'exérèse des adenomatties suspectes d'envahissement en pré- ou opératoire peut être discutée afin d'obtenir un résultat tumoral nul en fin d'intervention. Il n'est pas question de laisser un ganglion qui semble malade. Quel type de compte-rendu opératoire doit-on faire? Alors, par analogie avec le cancer épithèle de l'ovaire, d'accord, quand vous faites un compte-rendu opératoire d'une patiente que vous opérez pour une tumeur frontale de l'ovaire de stade avancé, vous devez préciser si vous avez fait ou non l'exploration myopelvienne. Vous devez décrire l'atteinte péritonéale, d'accord? Où est-ce qu'il y en avait? Utiliser un score, par exemple le PCI. Vous devez préciser tous les gestes opératoires que vous avez fait. Enfin, ça, c'est du bon sens. Hein. La cytologie, qu'est-ce que j'ai fait pour les annexes, kystéctomie, annexectomie, est-ce que j'ai préservé ou pas l'utérus, est-ce que j'ai rompu ou pas ma pièce? Vous allez préciser le nombre et la localisation des biopsies, la réalisation d'une lumpectomie, la présence ou non du résidu tumoral macroscopique en fin d'intervention. C'est très important. D'accord? Voilà, donc la recommandation, hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est du grade C. Vous décrivez tout ce que vous voyez et tout ce que vous avez fait et vous pouvez utiliser l'index de carcinose péritonéale. D'accord? N'oubliez pas de le faire dans vos comptes rendus opératoires, c'est très important. Est-ce qu'on peut faire une chirurgie conservatrice? Est-ce qu'on peut conserver les annexes? Est-ce qu'on peut conserver les utérus? L'utérus, quand on a une patiente qui a une TFO de stade avancé. Je vous avais dit hein, tout à l'heure, pour les tumeurs frontières peu avancées, je vous avais dit hein, que pour les séreux, il faut faire une kystéctomie. Pour les mucineux, il fallait faire une annexectomie. Que pour ces deux types histologiques, on pouvait conserver l'utérus si jamais il n'y avait pas de lésion avérée, sauf pour les endométrioïdes. Il fallait faire l'hystérectomie parce que vous avez 50% de lésions utérines associées dans la moitié d'infiltrantes. Et si jamais la patiente est jeune, il fallait bien s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion avant de faire l'hystérectomie. Quid de ces stades avancés? Bon, l'objectif de votre chirurgie, c'est qu'il n'y ait pas de résidu tumoral en fin d'intervention. Que l'on garde l'utérus ou pas. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de résidu tumoral en fin d'intervention. Donc, la recommandation, c'est que chez une patiente désireuse de grossesse, un traitement conservateur comportant donc la conservation de l'utérus et de la totalité ou d'un fragment de l'ovaire peut être proposé après avis en RCP si jamais on peut faire cette chirurgie en étant sûr de ne pas laisser de maladie. Est-ce qu'on doit aller faire une biopsie de l'ovaire contralatéral qui paraît pas malade? Bon, la biopsie de l'ovaire contralatéral, on retrouve une lésion occulte que dans même pas 2% des cas. D'accord? Et en plus, on sait que ça va abîmer l'ovaire et que ça va altérer la fertilité. Donc, si jamais vous faites un traitement conservateur, il n'est pas recommandé, d'accord, d'aller faire une biopsie de l'ovaire qui paraît sain. D'accord? Ne faites pas ça, vous abîmez l'ovaire et ça sert à rien. Est-ce qu'on doit aller faire une chirurgie de restatification? Alors, on n'a pas évalué l'impact d'une chirurgie de restatification dans le cas des stades avancés des tumeurs frontales de l'ovaire. Okay. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en l'absence de statification complète lors de la première chirurgie, et par analogie finalement à ce que j'ai dit pour les stades précoces, d'accord, eh bien, la réalisation d'une chirurgie de restatification complète, d'accord,
eh bien, ça permet de s'assurer qu'on est bien R0 et qu'on n'a pas laissé la maladie un petit peu partout. Donc, les recommandations, c'est que la chirurgie de recertification, eh bien, il faut la faire pour faire une exérèse de toutes les lésions tumorales si jamais elle n'a pas été réalisée initialement. D'accord? Et c'est un petit peu les mêmes recommandations que ce que je vous avais dit tout à l'heure. Séreux, micropapillaire, je n'ai pas bien regardé partout, il faut y aller. Mucineuse, j'ai fait qu'une kystectomie, il faut retourner faire une exectomie. Mucineuse, je n'ai pas vu l'appendice, il faut y retourner. D'accord? Voilà. De la place de la chimiothérapie, aucune donnée n'est suffisante pour promouvoir la chimiothérapie adjuvante dans les cas de tumeur borderline, frontière, ça d'avance. D'accord? Aucune recommandation donc on a pu émettre, même en cas d'implant invasif. Voilà, et là, il n'y a pas d'arbre décisionnel. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été clair. On a été un peu plus rapide, mais finalement, ce n'est pas la peine de s'étendre. Est-ce que vous avez des questions sur les arbres décisionnels que je vous ai montrés, sachant que je vous mets à disposition, bien sûr, les diapositives que je vous ai montrées. Il y a une question sur le chat de la part de Massimo Lodi qui te demande combien de biopsies péritonéales systématiques tu fais lorsque tu fais une chirurgie de restadification. Alors, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que je ne peux pas émettre de recommandations là-dessus d'après les données de la littérature. 1, 2, 4, 6, 8, personne ne peut le dire. D'accord? Donc, je ne peux pas émettre officiellement de recommandations. Après, si jamais tu me demandes mon avis à titre personnel, moi, j'en fais un minimum de 4, au moins dans les fossiliaques, au minimum dans les plans. Et si jamais ça se passe bien, je vais même en remonter un petit peu plus au niveau des hypochondres, voilà, histoire d'avoir tout screené. Mais c'est à titre personnel, ça dépend comment ça se passe, ça dépend un petit peu de l'anatomie de la patiente. Voilà. Donc j'essaie d'en faire 4 à 6, mais c'est à titre personnel, ce n'est pas une recommandation officielle. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, il y a Philomène qui te pose la question. Dans un contexte de patiente ayant un désir de grossesse pour laquelle faire une... Je pense qu'il y a une erreur, mais mastectomie séreuse, donc ça doit être une tumeur séreuse. Y a-t-il l'indication une annexectomie complémentaire après l'accomplissement du projet parental? On n'a pas de données d'informations sur le sujet. Généralement, on continue à les surveiller. Voilà, c'est discuté au cas par avec la patiente, mais il n'y a pas de recommandation particulière dessus. Et tu as Estelle qui te demande, est-ce que le bilan endoscopique pour les tumeurs mucineuses doit être réalisé que dans le cas des tumeurs bilatérales ou est-ce que ça dépend du contexte? Alors, ça dépend du contexte. Hein. Si jamais tu vois à l'imagerie quelque chose de digestif, bah oui, tu vas aller faire une imagerie. En revanche, si jamais tu as une imagerie bilatérale, en fait, ce n'est pas qu'on est dans un cas de tumeur frontière mucineuse bilatérale, puisque ça n'existe pas. C'est donc que c'est autre chose. Et donc, effectivement, tu vas devoir aller faire, mais ça, c'est dans le bilan, ce n'est pas la prise en charge chirurgicale. Tu vas devoir aller effectivement rechercher une cause digestive à ces lésions probablement métastatiques ovariennes. Encore une autre question de Antoine Scatarelli qui te demande comment surveillez-vous, quelle imagerie tu préconises pour une TFO à qui tu as fait une annexectomie bilatérale? Ouais, alors ça, je vais te montrer. Je crois que j'avais justement, il y avait aussi un topo de recommandation sur les modalités de surveillance. Donc, je vais vous le montrer, comme ça, vous l'aurez. Je l'ai préparé aussi. Alors, je vais repartager mon écran. Hop, écran partagé. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez, c'est bon? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le... Je vais passer en grand. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui avait été fait par ces gens-là. D'accord? Donc, ils avaient parlé de la récidive en parlant d'à peu près, à peu près 10% de récidive. Ok. Bon, je vais passer les détails, mais je vais vous montrer surtout l'arbre décisionnel hop, sur la recommandation de ce qui est proposé. Interrogation de clôture. Voilà. Donc là, c'est la recommandation qui me disait. Il n'est pas recommandé de réaliser une chirurgie de clôture après accomplissement du projet parental. Ok. Après traitement conservateur d'une tumeur séreuse. Okay, c'est ce qu'on avait dit, je réponds à la question de tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est recommandé de ne pas opérer la patiente pour compléter la nécectomie après l'accomplissement du projet parental. Durée et fréquence de surveillance. Donc, le délai jusqu'à la récidive est très variable, avec une médiane qui est comprise entre 39 et 55 mois, bon, sur les études. Donc, après un TFO, il est recommandé d'effectuer une surveillance au-delà de 5 ans, d'accord, compte tenu de la médiane sur récidive qui est finalement assez élevée. Les outils de suivi, donc c'est la question. L'examen clinique détecte les récidives avec une sensibilité de 57%, c'est pas mal quand même.
Les marqueurs tumoraux détectent la récidive avec une sensibilité de 33 à 66%, on va dire 50%. L'échographie, en cas de traitement initial conservateur, permet la détection de la récidive avec une sensibilité qui est pas mal, hein, vous voyez, quasiment 90%. Donc, recommandation. Il est recommandé de réaliser un examen clinique systématique lors du suivi des TFO traités, d'accord, puisqu'on arrive à avoir une sensibilité de 57%. Dans le cas particulier d'une élévation initiale, et seulement dans ce cas-là, il est recommandé d'utiliser au cours de la surveillance le CA125. Et dans le cas particulier du traitement conservateur, conservation des ovaires et de l'utérus, il est recommandé de réaliser l'échographie endovaginale et transabdominale au cours de la surveillance des TFO. Donc, on ne parle pas d'IRM. Hein. Donc là, on part de la clinique. La clinique, c'est hyper important. Informer les patients sur les symptômes devant les amener à consulter. Troubles du transit, troubles urinaires, douleurs, etc. Si jamais il y avait un CA125 initial qui était augmenté avant la chirurgie et qui s'est normalisé, ça vaut le coup de le doser dans le cadre du suivi. Et si jamais vous avez un traitement conservateur, oui, à l'imagerie. Ben voilà, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils n'avaient pas émis de recommandations sur la fréquence. Généralement, en cas de traitement conservateur, j'ai tendance à le faire le suivi tous les 4 à 6 mois. Hop. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? J'ai l'impression que c'est bon. Geoffroy, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours aussi didactique et c'est toujours aussi agréable de t'écouter faire un cours. Donc, merci beaucoup pour ta fiabilité et d'avoir pris sur ton temps Oui. pour nous faire ce cours. Et mon Covid. Ah, t'es Covid? Oui, je Covid là. Je suis symptomatique et PCR positif vient de tomber là. Donc, voilà. Et donc, doublement, merci. Merci, Voilà. merci Bon, beaucoup, Geoffroy. les dopos que je vous ai faits, ils sont accessibles sur le site du SENGOF, hein, bien sûr. Et l'OMDA, je t'enverrai. Tu dois les avoir, hein, mais je te les renvoie en PDF pour que tu diffuses, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Je transmettrai. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Est-ce que le docteur Inès Srour est avec nous? Oui, je viens Ah, d'arriver. merci beaucoup Inès. J'ai eu une petite crainte quand j'ai vu le mail concernant tes consultations. Donc, merci. C'est bon, je viens de les terminer. Je suis à l'heure. C'est parfait. Est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que tu autorises à ce que le cours soit enregistré, s'il te plaît? Oui, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Donc, le docteur Inès Roux, qui fait partie de la SFOP Campus et qui a eu la gentillesse de nous parler de la radiothérapie et pour le cancer du col et pour le cancer de l'endomètre. Donc, c'est un gros morceau et on la remercie vraiment très, très chaleureusement d'avoir accepté de nous donner l'aspect transdisciplinaire de la prise en charge de ces patientes. Avec plaisir, je vais vous partager mon écran. Ici. Sinon, voilà. Ça, c'est peut-être mieux. Est-ce que vous voyez la présentation qui s'affiche? On voit qu'il y a écrit Inès Mérou a commencé à partager. On voit que le petit a commencé. On ne voit encore rien. Ok, je vais juste corriger parce que j'ai 2 écrans. Pour nous, c'est encore noir. Bon. Ok, je vais trouver. J'arrive. Ne t'inquiète pas, on a réussi jusque-là à pallier à toutes ces problématiques, hein, même celles que je n'imaginais pas. Alors, nouveau partage, parce que ça ne veut pas. Je ne sais pas. En général, ferme le partage. Oui, ferme et recommence. En général, quand ça ne veut pas. Là, on est sur ton ordi. On est sur ton Gmail. Ah, c'est bon? On est sur ton Gmail. On n'a pas. Et vous n'avez pas le PowerPoint là? Non, on a les échanges que tu as eus avec Florence, je crois. Florence Villeneuve. C'est pas ce que je voulais vous partager, évidemment. Pas de stress. Ferme le partage d'écran et recommence. Je vais faire ça. Arrêtez. Hop. Je pense savoir pourquoi.
Je pense que c'est parce que mon fichier est enregistré dans un truc partagé. Je vais l'enregistrer sur le bureau et à mon avis, Oui. ça va marcher. Parce que ça pose problème de temps en temps. Hop. Toujours pas bon? Toujours pas bon, on est sur l'écran noir. Alors. Essaye d'ouvrir ton diaporama déjà sur ton écran et pour après le partager. Ah, mince. Il Alors, l'est. C'est pour ça que je suis un petit peu embêtée. Ah. là, on est sur ta messagerie. D'accord. En fait, il veut tout sauf mon PowerPoint. Ça. J'allais te Qui dire. s'affiche convenablement. Attendez. Si vous avez 2 minutes, je vais peut-être juste demander. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est pas le premier problème et ce sera sûrement pas le dernier. T'inquiète. On est sur ta messagerie mail encore une fois. Je vais demander à quelqu'un à côté de moi, sûrement plus doué, de m'aider. J'arrive. Oui, Flo. Je vais juste me reconnecter par un autre endroit. Je pense que c'est parce que je suis sur Citrix que ça veut pas. J'arrive tout de suite.
Voilà, donc normalement maintenant, je devrais pouvoir partager. Ah bah voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ah là, c'est parfait. Ah, merci. Voilà, bon. C'est juste parce que j'étais sur Citrix, effectivement, c'est toujours le problème. Merci. Et on voit radiothérapie dans les cancers gynécologiques, c'est bon, c'est parfait. Très bien. Alors, je vous mets ça en plein écran et je vais essayer de rattraper mon retard. Donc, je suis Inès Menou. Là où la présentation est correcte, ou vous l'avez en mode présentation avec les autres diapos à côté? On est en mode après, on voit ton nombre de diapositives, etc. C'est parfait, c'est très bien, t'inquiète. Ok. Donc, je suis Inès Menou, je suis radiothérapeute à Licence à Strasbourg et effectivement, on a un gros morceau à discuter aujourd'hui, la radiothérapie ainsi que la curithérapie dans les cancers gynécologiques. On va commencer par le col utérin et ensuite l'endomètre, puisque c'est vrai qu'il y a des différences notoires. En ce qui concerne le col, comme vous le savez, dès lors que la tumeur fait 4 cm au plus et qu'il n'y a pas de métastase à distance, donc du stade FIGO 1B3 au stade FIGO 4A, donc FIGO 2018, le traitement de référence, c'est la radiochimiothérapie concomitante suivie d'une curithérapie utérovaginale. Et je vais vous présenter pourquoi c'est le standard et le déroulement pratique de cette radiothérapie. Donc, tout d'abord, une étude comparative entre la chirurgie et la radiothérapie dans les cancers du col localement avancés. C'est une phase 3, c'est la seule qu'on ait. C'est une étude donc prospective randomisée, mais qui date de 1997 et qui avait randomisé les patientes entre chirurgie, hystérectomie élargie, curage par la parotomie à l'époque, versus radiothérapie au niveau centropelvien, aire ganglionnaire pelvienne, à peu près les mêmes doses que ce qu'on fait maintenant, suivi d'une curithérapie. À l'époque, c'était du césium. Et à noter que dans le bras chirurgie, plus de 50% des patientes avaient eu de la radiothérapie adjuvante du fait de facteurs de risque, par exemple des angio-invasions. Et l'objectif principal, c'était la survie globale et les complications. Sur la survie globale, à 5 ans, il n'y avait pas de différence significative. Les résultats ont été actualisés à 20 ans. Il n'y avait toujours pas de différence en survie globale entre les deux. Mais par contre, une morbidité de grade 2-3 qui était près de 2 fois plus importante après une chirurgie qu'après une radiothérapie. Ceci étant, la radiothérapie seule ne suffit pas puisque il y avait des taux d'échec qui étaient quand même assez importants, de 20 à 75% des cas dans les stades 3, avec des récidives qui étaient infield, c'est-à-dire là où il y avait la dose efficace de radiothérapie. Et donc, on s'est bien aperçu que la radiothérapie seule n'arriverait pas à obtenir vraiment des rémissions qui étaient durables pour ces patientes. Et depuis 1985, donc ça ne date pas d'hier, la radiochimiothérapie s'est imposée comme un standard. D'abord, une étude qui avait comparé radiochimiothérapie à base d'hydroxyurée par rapport à radiothérapie seule. Et donc, il y avait un bénéfice en survie globale. Et puis, les années qui ont suivi, 99 et 2000, il y a eu 5 essais randomisés qui montraient tous un bénéfice de la radiochimiothérapie. Donc, voici les 5 essais dont il était question. Il y avait plusieurs essais. D'abord des essais radiochimiothérapie puis chirurgie versus radiothérapie puis chirurgie, avec un bénéfice de la radiochimiothérapie à base de cisplatine en survie sans progression et en survie globale, avec bien entendu une augmentation de la toxicité hématologique quand on rajoute de la chimiothérapie, sans grande surprise. Ensuite, des études qui s'intéressaient plutôt au type de chimiothérapie qu'il fallait réaliser. Est-ce que c'est plutôt quelque chose à base de cisplatine? Est-ce qu'on reste sur l'hydroxyurée? Et donc là, il y a eu preuve du bénéfice du cisplatine, toujours en survie sans progression et en survie globale, de manière significative par rapport à l'hydroxyurée. Ça a été
conforté ces résultats dans une autre étude. On a aussi comparé radiochimiothérapie, mais une radiothérapie pelvienne seule par rapport à une radiothérapie étendue sans chimiothérapie, donc qui irradiait là le pelvis et l'aire lombo-aortique. Et on a toujours les mêmes résultats. La radiochimiothérapie fait mieux que la radiothérapie seule en survie sans progression et en survie globale. Et donc, c'est ainsi que depuis finalement les années 99-2000, la radiochimiothérapie avec celle de platine s'est imposée comme le standard dans les cancers du col localement avancés. Avec des taux de contrôle locaux qui sont très bons, de plus de 80%. Il y a une méta-analyse de 14 essais randomisés qui est sortie en 2017 qui confirmait que la radiochimiothérapie par rapport à la radiothérapie seule améliorait le contrôle loco-régional, la survie globale des patientes, mais qu'effectivement, il y avait une augmentation de la toxicité lorsqu'on rajoutait de la chimiothérapie. Quelle radiothérapie? Alors, depuis 2015, il nous est préconisé de réaliser une radiothérapie avec modulation d'intensité, donc par comparaison à la radiothérapie conformationnelle 3D qu'on faisait avant, où finalement l'IMRT n'a pas de différence en termes de contrôle carcinologique, il n'y a pas de différence en survie sans progression ni en survie globale, mais par contre des taux de toxicité aigus et tardifs qui sont nettement moindres qu'avec la radiothérapie 3D, ce qui semble tout à fait logique puisqu'en radiothérapie 3D, il y avait des faisceaux d'irradiation qui à prendre avec des pincettes qui irradient un petit peu tout sur le passage. Donc la vessie et le rectum étaient vraiment sujets à des très fortes doses d'irradiation avec des conséquences effectivement fonctionnelles. Et donc depuis 2015, c'est le standard, faire de l'IMRT pour les cancers gynécologiques. Et la radiothérapie doit être faite avec une image embarquée dans la machine de radiothérapie. Donc, c'est la fameuse IGRT pour Image Guided Radiotherapy, puisque, comme vous le voyez, en fonction du remplissage de la vessie et du remplissage du rectum, l'utérus va être extrêmement mobile et on doit s'astreindre à vérifier la bonne position de l'utérus, la bonne position de la zone à irradier avant chaque séance. Donc ça, c'est des choses qu'on fait quotidiennement grâce à l'imagerie embarquée qu'on a sur nos machines. Et on demande aux patients de venir vessie pleine et rectum vide pour avoir une reproductibilité par rapport au scanner dosimétrique. Donc en pratique, les patientes, lorsqu'elles viennent à leur séance de radiothérapie, on les installe en position de traitement. On fait d'abord une image qui est de qualité un petit peu moindre qu'un scanner pour ne pas trop les irradier. Et on va fusionner avec le scanner dosimétrique pour se repositionner au bon endroit, vérifier que la vessie est remplie à peu près de la même manière qu'au scanner et que le rectum est suffisamment vidé. Si ce n'est pas le cas, on demande aux patientes de redescendre de la table de traitement, de boire un petit peu, de vider le rectum. Donc, on les guide sur la conduite à tenir. Et c'est uniquement lorsqu'on s'est correctement repositionné qu'on va délivrer la séance de radiothérapie. Donc, la première étape, c'est le scanner dosimétrique. À ce moment-là, la patiente vient vessie pleine, rectum vide. Ensuite, la délinéation. Donc ça, c'est le radiothérapeute qui va dessiner sur le scanner dosimétrique tous les organes à risque et les volumes cibles. Donc, vous voyez en jaune ce qu'on appelle le CTV, Clinical Target Volume. Là, classiquement, ce sont les aires ganglionnaires qu'on veut traiter, 7 mm autour des axes vasculaires. Et on rajoute autour, en rouge, une marge PTV, Planning Target Volume, qui correspond en fait à des incertitudes de repositionnement et à des mouvements qu'il peut y avoir entre deux séances de radiothérapie. Et donc, on cherche à pallier à ça en mettant des marges pour ne pas être obligé à chaque fois de refaire un scanner et de replanifier tout le traitement. À la fin, on aboutit au volume cible que l'on veut traiter au physicien pour qu'il fasse les calculs dosimétriques. Donc, quelles aires ganglionnaires? Donc, classiquement, dans les cancers du col utérin, on va traiter les aires ganglionnaires pelviennes, à savoir les aires iliaques internes, iliaques externes, obturatrices, présacrées.
Depuis le recourad qui est sorti début 2022, on a rajouté de manière systématique l'aire iliaque commune. Et depuis le recourad de cette année encore, on traite maintenant de manière prophylactique l'aire lombo-aortique. Lorsque le curage n'a pas été fait et qu'on n'a finalement pas la preuve qu'il n'y a pas de ganglion dans cette zone-là, il y a 3 cas de figure dans lesquels on va maintenant étendre nos champs d'irradiation pour traiter de manière préventive cette zone-là. Donc, les 3 cas de figure, c'est s'il y a une atteinte de 3 ganglions ou plus au niveau pelvien, s'il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne bilatérale ou s'il y a une atteinte ganglionnaire au niveau iliaque commun. Dans ces 3 cas de figure, on considère que si le curage lombo-aortique n'a pas été réalisé, il persiste un doute qui est quand même très important d'une atteinte microscopique ganglionnaire lombo-aortique et on élargira nos champs d'irradiation dans cette zone-là. La dosimétrie est ensuite réalisée par notre physicien et il nous présente les résultats pour validation médicale avant la mise en œuvre du traitement. Et donc, on vérifie que la dose va être correctement délivrée au niveau du PTV. Donc, en gros, la couleur rouge doit entourer le contour rouge, puisque 95% de la dose doit entourer le PTV. Et comme on voit sur la dose en vert, c'est des doses qui sont plus faibles. On voit que le physicien a fait un effort de creuser la dose au niveau de la moelle épinière. Il l'a creusé également au niveau des reins pour ne pas dépasser les doses recommandées à ces organes. On a des contraintes dosimétriques à respecter pour chacun des organes qui sont basées sur des séries publiées, prospectives et rétrospectives, avec des risques d'effets secondaires si l'on dépasse une certaine dose maximale tolérée ou une dose moyenne à l'organe en fonction de son fonctionnement. Par exemple, la moelle épinière, c'est un organe en série, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser une certaine dose maximale pour ne pas risquer un effet secondaire. Par contre, les reins fonctionnent sous la forme de plusieurs sous-unités fonctionnelles et donc c'est des organes en parallèle. C'est plutôt une dose moyenne à tout l'organe qu'il ne faut pas dépasser. Et on a des ABAC qui sont reconnus comme étant de qualité et on vérifie pour chacun des traitements avant de le mettre en œuvre que chacune de ces contraintes est respectée. Donc finalement, quelles sont les indications restantes pour le curage lombo-aortique ? Ça reste une vraie question, à mon sens, puisque jusqu'il y a peu, on disait finalement, lorsque le PET scan ne montre pas d'atteinte ganglionnaire en lombo-aortique, il y a un risque de faux positif qui est de l'ordre de 12%. Et pour pallier à ça, on va faire de manière systématique le curage lombo-aortique pour finalement avoir la réponse. Ceci étant, le curage lombo-aortique, ce n'est pas non plus anodin, d'une part parce que ça va rallonger le délai de prise en charge des patientes, d'autre part parce qu'il peut y avoir des lymphocèles qui peuvent être derrière compressives, nécessiter un drainage, se surinfecter. Et c'est vrai que du coup, on a une tendance à vouloir peut-être désescalader pour le curage lombo-aortique. On a cette étude qui est très intéressante de Gouy qui est parue l'année dernière, qui montre qu'en l'absence de ganglions pelviens au PET scan, il y a seulement 4% de faux négatifs en lombo-aortique. Alors que s'il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne au PET scan, on passe à 18% de faux négatifs. Donc la question, c'est faut-il faire le curage lombo-aortique à toutes les patientes chez qui on n'a pas de ganglions en lombo-aortique visible au PET scan, ou est-ce qu'on accepte 4% de faux négatifs en se disant que c'est finalement peu et on réserverait le curage lombo-aortique uniquement aux patientes qui sont N+, au niveau pelvien au PET scan? La question reste encore débattue. L'équipe qui a publié ce manuscrit, évidemment, au niveau pelvien. Ce n'est pas forcément la pratique dans tous les centres et je pense qu'il reste des grosses variations dans les pratiques. Par contre, ce qui nous aide quand même, c'est que maintenant, on va pouvoir rattraper en quelque sorte les patientes qui n'auraient pas eu de curage en faisant une irradiation prophylactique lombo-aortique suite aux nouvelles recommandations de cette année, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure.
Ce qu'on sait également, c'est que la radiothérapie et la curithérapie ne doivent pas être trop espacées. Il faut respecter un étalement de 55 jours ou 56 jours d'après les études. Cet étalement, c'est la durée entre le premier jour de la radiothérapie et la fin de la curithérapie. Et ça veut dire qu'entre la fin de la radiothérapie et la curithérapie, il faut qu'il se passe maximum 2 semaines. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un impact sur le contrôle pelvien. Le taux de rechute pelvienne va être plus important si la curithérapie est réalisée plus de 2 semaines après la radiochimiothérapie. C'est basé sur ces 2 études rétrospectives, mais quand même, les résultats sont concordants et sont significatifs. Il y a plus de rechute locale pelvienne en cas de curithérapie trop tardive. Ce n'est pas une obligation, mais c'est réalisé classiquement. Une IRM de réévaluation à la fin de la radiochimiothérapie et juste avant la curithérapie pour juger de la réponse tumorale et pour planifier la manière dont on va mettre l'applicateur en curithérapie. C'est quand même une aide. Et on passe donc à la dernière étape, la curithérapie utérovaginale. Je vais vous décrire l'applicateur qu'on met en place. Il y a plusieurs fabricants qui existent, mais le système est sensiblement le même. Il y a une sonde endo-utérine qui va remonter par l'orifice cervical jusqu'au fond de la cavité endométriale et un système qui va venir se plaquer dans les cul-de-sac vaginaux par lequel on va pouvoir passer des aiguilles qui vont remonter dans les paramètres. Et donc là se place toute l'importance de l'IRM de réévaluation. En fonction de la taille du résidu tumoral, on va pouvoir décider de combien on enfonce les aiguilles dans les paramètres et ça permet de planifier le geste. Donc la patiente est installée au bloc opératoire en position gynécologique. Classiquement, on fait une rachianesthésie. Il y a des centres qui font ça sous anesthésie générale également. On met en place une sonde urinaire puisque la patiente va garder en place l'applicateur tout le long du traitement, l'examen au spéculum, l'hystérométrie. Ensuite, on va mettre en place l'applicateur, puis pousser les aiguilles paramétriales grâce à un dispositif qui est gradué, qui nous permet de savoir de combien de centimètres on a enfoncé les aiguilles. Et puis, on va numéroter chacun des tubes qu'on a mis dans les paramètres pour pouvoir les brancher ensuite au projecteur de source radioactive, puisque les temps d'arrêt à chaque position en fonction des tubes ne seront pas forcément les mêmes, donc il ne faudrait pas qu'on les mélange. Ensuite, pour maintenir le système, il n'est pas du tout suturé, il n'est maintenu qu'avec une mèche qui est mise en place au niveau du vagin. Et ensuite, on va mettre des guides au niveau des 3 sondes centrales pour pouvoir bien visualiser le système au scanner. Et donc, la patiente va bénéficier d'un scanner, puis d'une IRM pour visualiser à la fois bien le matériel qui a été mis en place et la tumeur du col utérin qui ne se voit extrêmement bien qu'à l'IRM. Donc évidemment, lorsque le scanner est terminé, on enlève nos aiguilles métalliques, on enlève nos guides métalliques qu'on a mis au niveau des 3 sondes centrales et on va remplacer par ces guides qui sont remplis d'eau pour être compatibles avec l'IRM. On fait ensuite l'acquisition d'une IRM avec l'applicateur de curithérapie en place et on va faire la délimitation sur l'IRM. Donc, selon les recommandations du GECESTRO, à savoir 2 volumes cibles à contourer. Le premier, c'est le CTV-HR, CTV à haut risque, qui est le col, plus la maladie résiduelle macroscopique si elle va au-delà du col. Et on va appliquer des marges autour de ces CTV à haut risque, qui correspondent au CTV à risque intermédiaire. Et normalement, le CTV à risque intermédiaire doit comprendre l'extension tumorale initiale. Donc, on fusionne le scanner avec l'IRM. En fait, on fait tout, nous, sur l'IRM. On continue chez nous à faire le scanner parce que le matériel se voit quand même beaucoup mieux au scanner. C'est pour faciliter le travail de nos physiciens. Il y a des centres qui font uniquement l'IRM, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc là, c'est le même système. On contourne les volumes cibles, CTV à haut risque, CTV à risque intermédiaire.
Et les organes à risque, cette fois-ci, on se contente de faire les organes de proximité, vessie, rectum et sigmoïde. On ne fait pas, par exemple, les têtes fémorales, le canal anal, la cavité péritonéale, les reins, parce qu'ils sont bien plus loin et que la curithérapie, c'est un traitement qui est extrêmement ciblé. Ensuite, c'est le même principe, on fait une dosimétrie. Vous voyez en haut à droite, en rouge, les points, ce sont tous les endroits où la source radioactive peut possiblement s'arrêter. Et nous, on va décider si elle s'arrête plus ou moins longtemps pour délivrer la bonne dose au niveau du col utérin, mais sans pour autant dépasser les doses préconisées à la vessie ou au rectum. Donc, par exemple, on peut voir là au niveau de la partie centrale, on ne voit plus les points rouges, mais c'est juste un problème de coupe. On a décidé à ce moment-là de faire comme une taille de guêpe à l'isodose, parce qu'en fait, c'est un endroit où la vessie arrivait très proche. Et donc, on a décidé que la source radioactive allait passer plus rapidement dans cette zone-là et s'arrêter un peu plus longuement avant et après cette zone. Ensuite, on utilise ce tableau d'équivalence de dose, puisque la dose délivrée aux organes à risque doit tenir compte d'une part de la dose délivrée en radiothérapie externe et de la dose qu'on va délivrer lors de la curithérapie. Et on fait un total de ces deux types d'irradiation pour vérifier la compatibilité du traitement avec les contraintes dosimétriques qu'on connaît. La patiente va ensuite dans sa chambre, on relie l'applicateur par des câbles, les gaines de transfert, au projecteur de source, donc c'est la petite machine que vous voyez là, avec une protection plombée autour, si bien qu'entre deux pulses, le personnel soignant peut rentrer dans la chambre de la patiente tout en respectant les problématiques de radioprotection. Si on rentre dans la chambre alors qu'il y a un pulse qui est en cours, c'est-à-dire que la source radioactive est sortie de l'applicateur et est en train de traiter la patiente, il y a un système de sécurité qui va rappeler automatiquement la source à l'intérieur du projecteur de source pour que le personnel ne soit pas irradié. Bon, la curithérapie, là encore, il y a plusieurs types de curithérapie. Il y a la curithérapie intracavitaire où on met juste les trois sondes centrales, la sonde endo-utérine et les sondes qui vont se plaquer dans les cul-de-sac vaginaux. Mais on a aussi la possibilité de faire de la curithérapie interstitielle, c'est-à-dire de rajouter en plus les aiguilles au niveau des paramètres. Et on sait que le fait de faire de la curithérapie interstitielle en plus de la curithérapie intracavitaire et le fait de faire de la curithérapie 3D guidée par l'IRM, c'est facteur finalement de bon contrôle local et bon contrôle pelvien. Et ça a un impact également sur la survie globale, puisqu'on a 10% de survie globale en plus par rapport aux cohortes historiques où on faisait de la curithérapie intracavitaire seule ou une délinéation qui n'était donc pas faite sur IRM. Ça diminue aussi les morbidités lorsqu'on passe de la curithérapie 2D à la curithérapie 3D, puisqu'on visualise bien mieux les organes autour. Maintenant, je vous avais dit qu'on avait deux volumes à contourer lors de la curithérapie, le CTV à haut risque, avec le col, la maladie résiduelle macroscopique, et le CTV à risque intermédiaire. Et en fait, on fait ces deux volumes parce que les objectifs de dose ne sont pas les mêmes. Là où la tumeur est toujours visible, ou au niveau du col, là où elle partait, on souhaite délivrer 85 grés au minimum. Dans ces 85 grés, il y a déjà les 45 grés qui ont été délivrés en radiothérapie externe. Donc, il nous reste 40 grés à donner en curithérapie. Par contre, pour le CTV à risque intermédiaire, on se contente de 60 grés. Donc, 45 grés en radiothérapie externe, 15 grés de plus en curithérapie, avec des objectifs de dose à la vessie, au rectum, au sigmoïde. Donc, classiquement, la vessie, on ne souhaite pas dépasser 80 grés, le rectum, 65 grés, le sigmoïde, 70 grés. Et donc, on prend toujours en considération les 45 grés déjà délivrés en radiothérapie externe pour ensuite planifier la curithérapie, tout en sachant que quand les patientes ont une atteinte ganglionnaire pelvienne, ces contraintes dosimétriques à la vessie, au rectum et au sigmoïde sont assez vite limitantes,
puisqu'on va délivrer des boosts intégrés. Donc, c'est-à-dire qu'au cours d'une même séance de radiothérapie, la patiente va avoir 45 degrés sur l'ensemble du pelvis, mais 55 degrés dans l'adénopathie métastatique. Et donc, finalement, on va avoir des doses, par exemple, au sigmoïde, quand il y a un ganglion iliaque externe gauche, le sigmoïde vient souvent se balader juste à côté. Et donc, on a déjà des doses qui sont conséquentes en radiothérapie externe. Et ça peut limiter la dose qu'on va délivrer en curithérapie. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation dose-effet, c'est-à-dire que le taux de contrôle local va être d'autant meilleur que la dose délivrée au niveau du col va être grande. Et ceci est d'autant plus marqué pour les CTV de haut volume. Pour les grosses tumeurs, vous voyez à droite des courbes que l'écart entre les patientes qui ont reçu 95 degrés et 75 degrés est énorme, alors que c'est un effet qui va être moins marqué à gauche de la courbe pour les patientes qui ont une petite tumeur. Donc, en fait, le but en curithérapie, c'est de ne pas dépasser les doses maximales aux organes de proximité. Et c'est eux, en fait, qui vont nous dire combien de doses on va pouvoir donner à la tumeur. On donnera toujours le maximum possible. Et c'est pour ça que les temps de traitement des patientes en curithérapie vont être variables, puisque ça dépend de la proximité de la vessie, du rectum, du sigmoïde. Ça va dépendre du fait qu'il y avait une atteinte ganglionnaire pelvienne ou pas, avec des boosts en radiothérapie externe ou pas. Donc, on sait que l'escalade de dose augmente le contrôle local et ça va être donc notre but d'augmenter au maximum cette dose. Donc, cette stratégie-là, elle est efficace. On pense pouvoir l'améliorer puisque dans la colonne de gauche du tableau, ce sont les données de Embrace 1. Taux de contrôle local à 3 ans et contrôle ganglionnaire. On a des taux qui sont déjà très bons, mais on pense qu'on peut faire mieux. On a des hypothèses qui ont été émises et c'est ce qu'on s'attend à voir dans Embrace 2. Alors, pourquoi on pense pouvoir faire mieux? Tout simplement parce que dans Embrace 1, il y avait seulement 27% des patientes qui avaient de l'IMRT, donc 73% des patientes qui avaient une radiothérapie conformationnelle 3D, alors que maintenant, on est passé 100% radiothérapie modulée. Ensuite, dans Embrace 1, toujours parce qu'on utilisait de la radiothérapie conformationnelle 3D et parce qu'on n'avait pas d'imagerie embarquée, on mettait des marges autour des aires ganglionnaires qui étaient de l'ordre de 8 à 10 mm, qui étaient assez grosses. Mais c'est parce que finalement, on ne savait pas trop où on visait, on n'avait pas de système de repositionnement. Sauf que maintenant, avec l'IGRT, on utilise des marges autour des aires ganglionnaires de 5 mm seulement. Donc, on irradiera aussi moins les organes à risque. Il n'y avait aussi aucune indication de radiothérapie prophylactique en lombo-aortique, alors que maintenant, c'est préconisé dans les 3 cas de figure que je vous ai énoncés tout à l'heure. Dans Embrace 1, c'était uniquement de la curithérapie intracavitaire, alors que maintenant, on développe quand même de plus en plus la curithérapie interstitielle, en plus de l'intracavitaire. Et on connaît maintenant bien le rôle de l'étalement. Et donc, quand il y a des ganglions qui sont atteints, ils sont traités par boost intégré et non plus par boost séquentiel, puisque avant, classiquement, on délivrait d'abord la dose dans l'ensemble du pelvis, dans les aires ganglionnaires, dans la zone centropelvienne, et ensuite on rajoutait des séances de radiothérapie en plus pour traiter les ganglions qui étaient visibles macroscopiquement, alors que maintenant ils sont traités à une dose supérieure au cours de la même séance de radiothérapie, ce qui nous permet de respecter cet étalement. Les toxicités, donc avec la curithérapie, les toxicités sont relativement limitées. On a quand même près de 7-8% de toxicité rectale grade 2 et 3. Et surtout, une toxicité vaginale avec 15% de sténose vaginale de grade 2, donc qui va être pénible pour la patiente. On leur prescrit donc de manière systématique des dilatations vaginales à réaliser. Donc, elles ont des kits avec des dilatateurs de plusieurs tailles et on leur demande de faire des mouvements de rotation et de va-et-vient au niveau vaginal 2 minutes 2 fois par semaine pendant 1 an ou d'avoir des rapports réguliers pour pallier à la sténose vaginale, ce qui va d'une part avoir un impact sur leur qualité de vie,
leur couple, mais aussi sur la qualité de nos examens gynécologiques, puisque quand il y a une sténose qui est marquée, on a un accès au col qui est vraiment limité. Un petit mot sur la ménopause précoce et la stérilité. Dans le cadre de tumeurs extrêmement limitées en taille, on peut proposer une transposition ovarienne avec un risque non nul d'atteinte ovarienne. Donc, on ne va pas le faire pour des tumeurs qui sont plus évoluées localement. Et cette transposition ovarienne va nous permettre d'optimiser la dosimétrie, de délivrer le moins de doses possible aux ovaires pour essayer de ne pas engendrer une ménopause précoce chez ces patientes. Ceci étant, les ovaires sont extrêmement radiosensibles. Ils tolèrent une dose moyenne de moins de 6 à 10 degrés. Ça, c'est la dose qu'il ne faudrait pas dépasser. En plus, elles ont souvent de la chimiothérapie concomitante. Et donc, je vous ai mis à droite le cas de figure d'une patiente qui avait 34 ans, chez qui on a fait une transposition ovarienne, mais le chirurgien n'était pas très sympa avec moi parce qu'il m'a mis les ovaires à l'avant au niveau des crêtes iliaques en violet. C'est vraiment collé à mes aires ganglionnaires. Vous voyez que le PTV rentre dans les ovaires. Et donc, le physicien a essayé de creuser au maximum. On voit l'isodose en vert. Donc, c'est les faibles doses qu'il a vraiment creusé au maximum. On arrivait à l'ovaire gauche à une dose moyenne de 12 grés. À l'ovaire droit, on était encore dans les clous avec 8,8 grés. Mais la patiente a quand même eu une ménopause précoce, induite à la fois par la radiothérapie et la chimiothérapie. Quand bien même une ovulation résiduelle serait toujours présente, l'utérus, après une irradiation, est impropre à l'anidation. Donc, il faut vraiment être au clair dans le discours qu'on tient aux patientes jeunes. Il n'y a pas de possibilité d'envisager un projet de grossesse après une radiochimiothérapie pelvienne. En ce qui concerne l'amélioration des toxicités, on pense également du coup qu'en passant à 100% à l'IMRT ou au VMAT, en diminuant nos marges autour des aires ganglionnaires, en utilisant la curithérapie interstitielle et en faisant maintenant attention à la dose au vagin, ce qui n'était pas préconisé jusqu'à présent, on pourra peut-être limiter nos toxicités dans le futur. Donc on verra quand on aura les résultats de Embrace 2. Un petit mot sur le type de curithérapie. Faut-il faire de la curithérapie PDR? PDR, bas débit pulsé. Donc, ça veut dire faire un pulse toutes les heures. Donc, la patiente, vous l'avez vu, elle est connectée au projecteur de source radioactive. La source radioactive sort de la machine une dizaine de minutes toutes les heures pour traiter, puis re-rentre dans la machine et ainsi de suite l'heure d'après. Et le nombre de pulses est défini en fonction de la proximité des organes à risque. Donc ça, c'est la curithérapie PDR. Ou finalement, faut-il faire de la curithérapie HDR à haut débit de dose? Donc là, on donne des doses qui sont beaucoup plus élevées, mais avec beaucoup moins de temps de traitement. Donc là, classiquement, le schéma qui est le plus fait, c'est une application au bloc opératoire semaine 1 avec deux pulses de radiothérapie à 4 à 6 heures d'intervalle. Et semaine 2, on va au bloc opératoire, on remet l'applicateur et on refait 2 séances de curithérapie à 4 à 6 heures d'intervalle. Donc, il y a eu une méta-analyse qui est parue en 2010 qui montrait une équivalence au niveau résultat carcinologique entre ces deux techniques-là. Par contre, il y a des avantages et inconvénients dans chacune des deux situations. Donc, la curithérapie PDR, l'inconvénient, c'est que c'est assez long. Les patients restent en moyenne 3 jours hospitalisés, donc 3 jours alités, 3 jours avec une sonde urinaire puisqu'elles ne peuvent pas se lever, elles mangent de manière, voilà, elles ne peuvent pas s'asseoir, donc un peu de travers comme elles peuvent. Hein. C'est pas très agréable. C'est assez dur psychologiquement à l'issue de 5 semaines de radiochimiothérapie. C'est aussi difficile parce qu'elles ont souvent une toxicité digestive liée à la radiochimiothérapie, surtout quand on irradie jusqu'en lombo-aortique, avec des diarrhées souvent à cette période-là, qui nécessitent la mise en place de bassines lors de l'hospitalisation. Donc, tout ça fait que psychologiquement, c'est assez difficile. Par contre, on peut
mieux protéger les organes à risque avec la curithérapie PDR. On va au bloc opératoire une seule fois pour chaque patiente. Par contre, avec la curithérapie à haut débit, la patiente n'est connectée à la machine que lors des séances, donc ce qui permet de traiter beaucoup plus de patientes au cours d'une journée. Ça permet de ne pas les laisser hospitaliser et alitées pendant 3 jours de suite, donc de limiter les complications de décubitus aussi. Par contre, il y a 2 applications qui sont nécessaires. Il est vrai que de plus en plus, c'est la curithérapie HDR qui a tendance à remplacer la PDR, tout simplement pour des problèmes logistiques, de manque de personnel hospitalier, puisqu'il n'y a pas de projecteur de source radioactive, pas de problème de radioprotection lorsqu'on fait de la curithérapie HDR. La patiente est connectée à la machine uniquement lorsqu'elle vient dans le service de radiothérapie. Et le reste du temps, elle peut être dans une chambre normale. Alors, un petit mot sur la chirurgie de clôture. Donc, chirurgie à la place de la curithérapie. Là, il y a un essai randomisé. Donc, toutes les patientes avaient radiochimiothérapie concomitante, suivie soit de curithérapie, soit de l'hystérectomie radicale. Les taux de survie sans progression et de survie globale sont identiques, pas de différence significative. Par contre, une toxicité digestive, surtout liée à la chirurgie, qui était plus élevée. Donc, c'est pourquoi on fait plutôt la curithérapie. Maintenant, de nombreuses équipes se sont posées la question de remplacer la curithérapie par la radiothérapie externe. Pourquoi ? Parce que le service de radiothérapie fonctionne en ambulatoire et de manière assez autonome, alors qu'avec la curithérapie, il nous faut un service d'hospitalisation, des infirmières, des anesthésistes, ce qui peut poser problème. Et donc, on se posait la question, finalement, est-ce qu'on ne peut pas juste rajouter des séances ou des doses plus importantes en radiothérapie externe et se passer de la curithérapie ? Donc, il n'y a pas d'essai randomisé curithérapie versus radiothérapie externe. Par contre, on a 2 grosses bases de données de plus de 7000 patientes. La première, c'est la base CIR, qui montre des taux de survie spécifiques qui sont meilleurs lorsqu'on fait la curithérapie que lorsqu'on ne fait pas la curithérapie. Et pourtant, une tendance à laisser tomber la curithérapie au fur et à mesure des années, parce qu'il n'y a pas beaucoup de radiothérapeutes formés, parce que seulement 37% des centres français font de la curithérapie, donc ça nécessite de faire l'effort d'adresser les patientes dans d'autres centres. Le même constat est fait sur la base du National Cancer Database, là aussi plus de 7000 patientes. Le constat est le même, meilleure survie globale lorsqu'on fait de la curithérapie par rapport à la radiothérapie IMRT ou stéréotaxique, et pourtant une tendance à utiliser de moins en moins la curithérapie au profit de la radiothérapie IMRT ou stéréotaxique. On sait très bien que le contrôle local est amélioré par l'escalade de doses. Et je voulais simplement montrer cette étude que je trouvais assez parlante, puisque en curithérapie, c'est de la radiothérapie interne. Donc forcément, la source radioactive va être au centre du col utérin, au centre de la tumeur, et on va arriver à des doses qui sont extrêmement élevées, tout en protégeant le mieux les organes autour. Alors que par exemple, en IMRT avec des photons ou même avec des protons, la radiothérapie et donc évidemment le traitement va passer par les organes alentours avant d'arriver jusqu'au niveau du col utérin. Et donc la dose, les faibles doses ont bavé autour du col, ce qui est tout à fait attendu, et on arrivera à des doses beaucoup moins élevées au niveau du col, sous peine de dépasser largement les contraintes aux organes autour. Maintenant, curithérapie versus stéréotaxie. Là encore, pas d'essai randomisé. Je voulais simplement vous rappeler les objectifs de dose en curithérapie. Donc, je vous rappelle qu'il y a les 45 grés qui ont déjà été délivrés en radiothérapie externe, avec un objectif de 40 grés supplémentaires au CTV à haut risque, 15 grés supplémentaires au CTV à risque intermédiaire, avec des contraintes à la vessie, au rectum et au sigmoïde. Et il y a eu des stéries
de stéréotaxie. Donc déjà, le premier constat, c'est que les effectifs sont extrêmement faibles. La deuxième chose, c'est la définition du CTV. Donc, il y a seulement 3 études où la définition du CTV à haut risque était conforme à celle du CTV selon le GEC-ESTRO. Et il n'y a pas de CTV à risque intermédiaire. Et donc, finalement, on ne délivre pas de doses supplémentaires là où était la maladie tumorale initiale. Et l'impact que ça peut avoir sur le contrôle local, on ne le connaît pas. Autre chose, la dose délivrée au niveau du volume cible. Donc, je vous avais parlé de 85 Gray dans le CTV à haut risque. Là, on arrive à des doses encadrées en rouge qui sont en dessous de ce qu'on aimerait. Donc, on veut respecter les contraintes aux organes à risque, mais du coup, les objectifs au volume cible ne sont pas atteints. Et lorsqu'on arrive presque aux 85 Gray à délivrer au niveau du CTV à haut risque, c'est que soit on a complètement dépassé les recommandations aux organes de proximité, donc avec un impact potentiellement très important au niveau de la toxicité digestive et génito-urinaire, soit qu'on n'a pas mis de marge donc de PTV. En curithérapie, on ne met pas de marge d'incertitude de repositionnement, on ne met pas de PTV, c'est logique, le matériel va bouger en même temps que l'utérus. Par contre, en radiothérapie externe, ne pas mettre de PTV, ça semble extrêmement dangereux. On sait que lors d'une séance en IMRT, le col va se déplacer en moyenne de 3 mm, mais jusqu'à 18 mm. Donc la vessie qui se remplit, le passage d'air dans le rectum, et tout ça, ça fait que le col bouge. Et donc de ne pas mettre de PTV du tout lors d'une séance en stéréotaxie, alors que les séances sont encore plus longues qu'en stéréo, ça semble vraiment difficile à envisager. Un petit mot sur la chirurgie de clôture. Donc, vous savez, maintenant, on ne le fait plus du tout à titre systématique, alors qu'avant, c'était le standard. Alors, pourquoi ça ne se fait plus? Parce que ça n'augmente pas la survie sans progression, ça n'augmente pas la survie globale. Et par contre, ça augmente nettement les toxicités de grade 3-4. Et donc, il n'y a plus de place à la chirurgie de clôture, en tout cas pas de manière systématique. Elle doit être réservée aux patientes chez qui on a un résidu tumoral, de préférence prouvé histologiquement. Pour le cancer du col, j'en ai fini. Je vais passer au cancer de l'endomètre, sauf si vous souhaitez m'interrompre pour une question. Moi, j'aurais juste, Inès, 2 commentaires. Alors, tu as évoqué le curage lambo-aortique de stadification. Oui. Et on est en train de réécrire les recommandations de prise en charge avec toutes les sociétés savantes au sein du CNGOF. Oui. Effectivement, avant, autant on faisait quasi systématiquement, autant maintenant, c'est réservé que pour les situations où il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne avérée sur le TEP et où on fait le curage lambo-aortique parce qu'il y a effectivement 1% de possibilité, enfin 1%, 20% de possibilité d'atteinte ganglionnaire, ce qui n'est absolument pas le cas parce que le TEP est négatif en pelvien. Après, je crois que j'ai oublié l'autre, mais ça me reviendra. Pas de souci. Tu vas pouvoir passer à connecté. Alors, en ce qui concerne les cancers de l'endomètre, donc la situation est extrêmement différente puisqu'on intervient en post-opératoire. Donc, la première chose à faire pour ces cancers, c'est de définir le groupe à risque. Donc, en fonction de la classification FIGO, en fonction du type histologique, est-ce que c'est un type 1, donc endométrioïde de plutôt bon pronostic, ou est-ce que c'est un type 2, un séreux, un cellule claire, un carcinosarcome, avec un pronostic plus sombre. Et surtout, maintenant, on a la classification moléculaire qui nous aide énormément dans la définition de ces groupes à risque, avec un accès, me semble-t-il, assez variable d'une équipe à l'autre. Donc, il y a des équipes qui font tous les statuts moléculaires, il y en a qui en font seulement quelques-uns. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer et on donne maintenant systématiquement aussi le statut MMR pour savoir s'il y a les protéines du système MMR qui sont déficientes ou pas. Est-ce qu'il faut aller à la recherche d'un syndrome de Lynch?
est-ce qu'il faut aller vers la consultation d'oncogénétique ou pas. Et donc, il y a eu une mise à jour des recommandations ESGO, ESTRO et ESP en 2021 avec la prise en compte justement de cette classification moléculaire lorsqu'on l'a. Et en fonction de ça, définir de manière un petit peu plus claire les groupes à risque. Pour ceux qui ne pratiquent pas la gynéco, bon là il y a beaucoup de chirurgies gynéco qui sont connectés, mais il y a aussi des radiothérapeutes qui peuvent avoir une activité qui est plus variée, qui ne sont pas très à l'aise avec la gynécologie. Il y a quand même l'application ESGO Mobile qui est pas mal avec un outil qui permet en fait d'avoir une réponse très rapide sur le stade, sur le groupe à risque. Et donc, on remplit est-ce qu'il y a une mutation pôle? Est-ce qu'il y a une mutation P53? Est-ce qu'il y a un déficit dans le système MMR, le stade FIGO, le type histologique, le grade? Est-ce qu'il y a des enjeux invasion ou pas? Et en fonction de ça, il y a un arbre décisionnel qui ressort. Donc, c'est pratique pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est vraiment pas mal. Donc finalement, la première partie de la prise en charge, c'est l'hystérectomie totale, l'anexectomie bilatérale par vacilloscopique. En ce qui concerne, bon alors là je parle d'un domaine qui n'est pas le mien, mais on me rattrapera si je dis des bêtises. Donc maintenant, pour les risques faibles et intermédiaires, le GS a une place prépondérante. Et pour les risques intermédiaires hauts et les hauts risques, la place du curage pelvien et lombo-aortique reste prépondérante avec un GS qui reste une alternative possible pour les FIGO 1 et 2. Maintenant, je vais vous parler des différents essais thérapeutiques pour guider la stratégie adjuvante. Donc, première étude de SORB en 2009, curithérapie du fond vaginal adjuvante versus surveillance. C'était uniquement des patientes de risque faible qui étaient inclus dans cet essai prospectif randomisé. Donc, le premier constat, c'est que la récidive était faible, dans 4% des cas uniquement, et que le fait de faire de la curithérapie adjuvante n'améliorait pas ni le taux de récidive vaginale, ni la survie globale des patientes, et par contre augmentait le taux de toxicité génito-urinaire. Et c'est pour ça que dans les faibles risques, on ne préconise pas de curithérapie adjuvante et la surveillance simple est préconisée. Ensuite, un essai radiothérapie adjuvante 46 degrés versus surveillance. Donc ça, c'est l'essai Portec 1, année 2000, avec une grande majorité de patientes qui avaient un risque intermédiaire, donc randomisées après la chirurgie, soit dans le bras radiothérapie, soit dans le bras surveillance. Et il s'avère que la radiothérapie adjuvante améliore le taux de récidive vaginale ou pelvienne. Donc, on passe quand même de 14% à 4% à 5 ans, donc de manière significative. Par contre, pas de différence en survie globale. La radiothérapie augmente la toxicité, donc 6% versus 25%, mais quand même 2/3, c'est des gradins. Donc, c'est des toxicités qui restent quand même assez supportables cliniquement. Et il en ressortait qu'il y avait moins de récidives loco-régionales chez les moins de 60 ans. Radiothérapie externe versus curithérapie en adjuvant, ça c'est l'essai Portec 2 qui incluait préférentiellement un risque intermédiaire haut et faible risque. Ce qui ressort de Portec 2, c'est que dans le premier graphique en haut à gauche, il n'y avait pas de différence en rechute vaginale. En haut à droite, une différence notable en termes de récidive ganglionnaire pelvienne. En bas à gauche, pas de différence en récidive à distance. Et en bas à droite, pas de différence en survie globale. Donc, la radiothérapie permet de diminuer le risque de rechute pelvienne. Et ce qui est conclu dans cet essai, c'est que finalement, la radiothérapie externe est à faire si on a des facteurs de risque de récidive ganglionnaire pelvienne, à savoir des enjeux invasion, mutation P53 ou l'expression de L1K. Un autre essai qui étudie la radiothérapie externe versus la curithérapie en adjuvant. Donc, on a
les études Aztec et NCIC CTG-EN5. Donc, c'est une étude poolée avec 900 patientes, principalement des risques intermédiaires et intermédiaires hauts, très peu de non-endométrioïdes. Et donc là, les résultats sont un peu décevants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en survie globale, pas de différence en survie spécifique, pas de différence en survie sans récidive. Radiothérapie adjuvante versus surveillance, ça c'est le GOG 99. Principalement des faibles, enfin là c'était un petit peu mélangé, il y avait des faibles risques, des risques intermédiaires et des intermédiaires hauts. Et il en ressort que la radiothérapie externe diminue le risque de récidive pelvienne pour les hauts risques. Pas de bénéfice en survie globale. Et enfin, le PORTEC 3. Donc là, c'est radiochimiothérapie versus radiothérapie seule en adjuvant. Donc, le schéma qui était fait, c'était 48,6 grés en 27 fractions. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait. La chimiothérapie concomitante, il y avait 2 cycles de cisplatine, 50 mg m² de manière concomitante, puis du carbotaxol en adjuvant. Et ce qui ressort, c'est que pour les FIGO3, il y a un bénéfice à faire une radiochimiothérapie concomitante. Donc, il faut faire de la chimiothérapie. Il y a un bénéfice en survie sans récidive pour les FIGO3. Donc, dès lors qu'il y a une atteinte de la séreuse, dès lors qu'il y a une urétérohydronéphrose, dès lors qu'il y a une atteinte ganglionnaire pelvienne ou lombo-aortique, il faut faire de la chimiothérapie en adjuvant. Donc, finalement, pour résumer un petit peu tout ça, les faibles risques, ce sont les endométrioïdes FIGO 1A grade 1-2, en l'absence d'angio-invasion ou angio-invasion focale. Donc, focale, ça veut dire que les anapathes ont vu moins de 5 angio-invasions. Les risques intermédiaires, ce sont les FIGO 1B grade 1-2 ou 1A grade 3, sans angio-invasion ou angio-invasion focale, et également les types 2, les non-endométrioïdes, mais seulement les FIGO 1A sans envahissement du myomètre du tout, donc développés sur un polype. Les risques intermédiaires hauts, c'est un petit peu tout cela, tous les endométrioïdes FIGO 1 dès lors qu'il y a des angio-invasions, ou les 1B grade 3, et les FIGO 2. Et puis les autres, c'est les hauts risques. Et en fonction de ça, une fois qu'on a défini dans quel groupe à risque on se situait, il en découle la stratégie adjuvante. Donc les faibles risques, d'après les données de SORB, Curie versus surveillance, je vous l'ai dit, pas de différence en récidive vaginale, mais augmentation de la toxicité. Donc ce qui est préconisé, c'est la surveillance. Les risques intermédiaires, on a montré que la radiothérapie diminuait le risque de rechute ganglionnaire pelvienne, et donc il faut les faire la réserver aux patientes qui ont un risque de récidive qui est accru, donc classiquement celles qui ont les angio-invasions. Pour les autres, on se contentera de réaliser une curithérapie adjuvante. Pour les risques intermédiaires hauts, si elles ont eu un curage ganglionnaire et qu'elles étaient PN0, on est rassuré sur le statut ganglionnaire pelvien et on peut se contenter de faire la curithérapie adjuvante seule. Par contre, si on n'est pas allé chercher les ganglions, il vaut mieux faire une radiothérapie externe pelvienne pour diminuer le risque de récidive ganglionnaire à ce niveau. Et pour les hauts risques, radiochimiothérapie concomitante ou séquentielle. Alors, c'est vrai que dans l'étude PORTEC 3, il y avait de la chimio concomitante à la radiothérapie, plus de la chimiothérapie adjuvante. Mais c'est vrai que, vu que ça augmente quand même nettement la toxicité, il y a des centres qui continuent à le faire de manière séquentielle. Je pense que ce n'est pas faux de le faire comme ça. Donc, en pratique, la curithérapie HDR du fond vaginal, elle est extrêmement simple par rapport à la curithérapie utérovaginale qu'on fait en clôture pour un cancer du col. Lorsqu'on fait de la curithérapie seule après la chirurgie, on la fait 4 à 6 semaines après l'hystérectomie. On attend quand même qu'il y ait une cicatrisation complète au niveau du fond vaginal. Et lorsqu'il y a eu une radiothérapie qui a précédé, on l'a fait une semaine après en général. C'est un traitement qui se fait en ambulatoire, qui ne nécessite pas d'anesthésie. On met simplement un gel à la xylocaïne sur
sur l'applicateur de curithérapie. C'est une curithérapie endocavitaire, c'est-à-dire que l'applicateur qui est là à droite, il va être mis en place au niveau du fond vaginal, plaqué contre la cicatrice, et va être relié par un câble au projecteur de source radioactive. Et la durée de la séance, c'est à peu près 5 minutes. Donc, on fait 2 séances, 2 fois 5 minutes, 2 fois 5 grés après radiothérapie externe, 4 fois 5 grés après chirurgie. Ça, c'est les schémas les plus utilisés, même s'il en existe d'autres. Et on fait 2 séances par semaine. Donc, c'est un traitement qui est complètement indolore, en ambulatoire et très simple à mettre en œuvre. Les perspectives dans le cancer de l'endomètre, c'est de prendre en compte le statut moléculaire pour la stratégie adjuvante. Ça, c'est l'essai Portec 4 qui a inclus les risques intermédiaires hauts, parce que c'est vrai que dans ces risques intermédiaires hauts, il y a un petit peu tout type de patientes et on souhaite les randomiser dans différents bras de traitement en fonction des mutations P53, pôle. C'est-à-dire qu'on souhaite proposer une surveillance seule pour les pronostics favorables, une curithérapie du fond vaginal pour les pronostics intermédiaires et une radiothérapie externe pour les pronostics défavorables. Et le bras standard, c'est la curithérapie du fond vaginal dans Portec 4. Donc, en ce qui concerne la présentation, j'en ai fini, et même dans les temps. Est-ce que... Alors, je ne vois pas de questions sur le chat, mais moi, j'aurais une question très pratique, Inès. Oui. Ne serait-ce que sur les 2 dernières slides, comment vous faites pour vous assurer que la curie est correctement distribuée quand on connaît la variabilité d'anatomie, de taille, de largeur, de vagin des patientes? Pratico-pratique, comment vous faites pour être sûr que la bonne dose est délivrée au bon endroit? Est-ce que vous avez des tailles différentes et que vous essayez de voir à peu près comme nous les histoires de spéculum, ou est-ce qu'il y a d'autres artifices? Non, c'est malheureusement tout ce qu'on a, c'est-à-dire qu'en consultation avant la curithérapie, on fait un examen gynécologique et on estime au spéculum le diamètre vaginal. Diamètre vaginal maximal, parce que le but, c'est vraiment que les parois vaginales soient lisses, parce que si elles sont complètement plissées autour de l'applicateur, la distribution de la dose ne sera pas bonne, puisque la dose, elle va être délivrée à 5 mm de l'applicateur, donc c'est vraiment un traitement de proximité. Donc le but, c'est de mettre en place l'applicateur qui correspond aux dimensions du vagin de la patiente et vraiment aux dimensions maximales, quoi. Donc diamètre maximal vaginal estimé à l'examen gynécologique, et on traite le tiers supérieur du vagin, et donc là, la hauteur de traitement va être estimée en fonction du toucher, où finalement on connaît la taille de notre doigt et on va regarder quelle est la taille estimée. Et après, on a du coup une distribution de doses qui va être estimée en fonction de l'applicateur, de la taille de l'applicateur qu'on utilise. Nous, ici, on ne fait pas de dosimétrie là-dessus. Il y a des centres qui font des dosimétries, qui font un scanner, mais c'est, à mon sens, pas très utile, parce que, en fait, en délivrant 2 fois 5 grés ou 4 fois 5 grés, on sait que ça va passer, et on sait que de toute façon, on ne pourra pas être plus proche ou mieux mis en place, en fait. Mais on voit qu'il y a quand même une forme de variabilité possible sur cette partie de traitement. Je pense que enfin, je ne sais pas si tu vas me contredire là-dessus, mais je ne suis pas sûre que ça puisse être homogène en fonction du centre où va la patiente. Non, c'est sûr. Et puis alors là, par exemple, nous, les applicateurs qu'on utilise, ce sont les applicateurs industriels qui ont une forme tout à fait standard, cylindrique. Mais il est vrai qu'il y a certaines cicatrices qui ne sont pas du tout linéaires et ça peut partir un petit peu plus profondément sur les côtés. Et donc, il y a des centres qui utilisent des moules vaginaux. Donc, ils utilisent en fait de la pâte comme pour les empreintes dentaires.
et ils mettent ça en place au niveau du vagin pour que ce soit vraiment du sur-mesure. C'est ce que fait Isabelle Barriot chez nous. En tout cas, c'est ce qu'elle faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément facile à gérer au quotidien, mais c'est ce qu'il faisait. Parce que c'est vrai que moi, sur les patientes obèses, comme tu dis, où c'est extrêmement plissé, où ça, je ne vois pas comment vous pouvez faire avec un truc standard, dire que vous avez le fond vaginal. Et j'ai une question de la part de Philomène. Qui te demande est-ce qu'il y a des risques de nécrose ou de perforation du moignon vaginal lorsque vous faites de la curithérapie HTR? Pour les fonds vaginaux, là, après, enfin, pour les endomètres, on parle, hein, pas de la curithérapie HDR dans l'école. Hein. Elle a pas elle a dit oui, oui, donc elle veut dire endomètre, je pense, oui. Non. Non. Des toxicités de grade 3-4 pour ce type de curithérapie, pour les endomètres, les doses délivrées sont extrêmement faibles, si je peux dire ça comme ça. Et donc, normalement, non. D'ailleurs, moi, j'avais même une patiente qui m'avait été adressée pour des saignements chroniques qui étaient étiquetés post-curithérapie. Donc, elle avait eu uniquement la curithérapie sans radiothérapie externe. Et lorsqu'elle avait été examinée par son gynécologue, il n'y avait pas de récidive tumorale. Et la bibliographie, j'avais refaite à ce moment-là, vraiment, mais il n'y a pas de toxicité grade 3 ou plus pour ce type de curithérapie. Et donc, c'était extrêmement étonnant. Et en fait, la récidive vaginale a fini par se montrer. Elle était juste un petit peu cachée. Non, ça c'est sur un saignement, c'est toujours d'abord une récidive avant d'accuser les radiothérapeutes, ça c'est sûr. Exactement ce que je voulais dire. Ça c'est sûr, avant de chercher chez les autres, il faut balayer devant chez soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je suis désolée, je suis en lendemain de guerre, donc je ne suis pas très concentrée. Tu vois, j'avais des trucs à te dire et j'oublie. Je suis désolée. En tout cas, merci beaucoup parce que le cours est très didactique et je pense savoir qu'il y a plein de chirurgiens. Ça permet au moins qu'ils voient à quoi ça correspond. Parce que parfois, les discussions en plein staff, on ne sait pas exactement quand on dit curie, quand on dit radiothérapie, etc. Là, ça a été très didactique et bravo d'avoir pu tenir le temps en parlant des deux pathologies. Merci beaucoup. Bon, merci Un vraiment. plaisir. Et ben, chers collègues, ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'en fin de journée, je vous dis bonne soirée et puis on se retrouve demain à 8h en espérant que je n'aurai pas de gag comme aujourd'hui. Encore désolée pour les quelques soucis qu'on a eus et puis je vous dis à demain pour les plus courageux. Bonne soirée.